Je le retrouve avec bonheur, Christian Page. Salut Bernard. Je suis content. Alors, dis-moi, cette météorite qui s'approche, écoute, est-ce qu'elle va frapper la Terre en faisant beaucoup de dommages? En fait, elle a une chance sur 240 à peu près de frapper la Terre. Et c'est une toute petite météorite. Hein? On parle ici, là, puis je dis météorite, en fait, pour l'instant, ce n'est qu'un météore. Hein? Parce que la différence entre un météore et une météorite, le météore, il se consume dans l'atmosphère, la météorite tombe au sol. Donc, c'est un peu, on a tendance à confondre les deux, mais pour les techniciens de l'astronomie ou de l'astrophysique, il y a quand même une différence importante. Et dans l'histoire dont je te parle aujourd'hui, j'en parle parce que c'est un peu ridicule, mais bon, la météorite fait à peine 2 mètres de longueur sur à peu près 91 cm de largeur. Elle a un poids d'à peu près 15 kilos. Hein? Il faut savoir, Bernard, qu'on a à peu près 85 000 roches qui nous tombent sur la tête chaque année. Okay. Évidemment, la grande majorité d'entre elles se consument dans l'atmosphère. Et c'est très certainement ce que va faire cette grosse, parce que en termes d'astrophysique, c'est une grosse roche, mais elle va se désintégrer dans l'atmosphère. Alors donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger. Il n'y aura pas une extinction massive comme celle qui a rayé de la map les dinosaures il y a 65 millions d'années. Okay. Et il faut savoir que la plus grosse météorite qu'on connaisse, là, si on parle au niveau de l'ère moderne, pour laquelle on a des relevés, l'événement s'est produit le 30 juin 1908. C'est une météorite. On n'est pas sûr si elle a frappé le sol ou si elle a rebondi sur les couches de l'atmosphère. Et ça s'est produit, en fait, au-dessus de la Tunguska sibérienne, donc une région de tout à fait isolée, quasi inaccessible, et à ce moment-là qui était occupée essentiellement par des petites communautés autochtones. On parle de la dévastation s'est faite sur plus de 1000 kilomètres, et on a 80 millions d'arbres qui ont été couchés par la détonation. Mais on n'est pas certain si l'objet a frappé le sol ou s'il a rebondi sur les couches de l'atmosphère, parce que à l'époque, les Soviétiques vont mettre à peu près 20 ans avant de se rendre sur place. Donc, tant et si bien quand ils arrivent, déjà, la nature a repris sa force, on ne retrouvera pas de débris de la météorite. Mais de mémoire, c'est le plus gros qui a frappé la Terre, pour lequel on a des registres. Okay. Mais pourquoi cette météorite fait-elle tant parler d'elle, cette toute petite météorite? Ben parce que Donald Trump va bénéficier d'un signe du ciel. T'as bien. Parce qu'on le comprend. Quand on regarde les discours américains, ouais, on est très proche d'une espèce de lien, disons, presque religieux. Hein? On voit mal ici, par exemple, le premier ministre canadien ou le premier ministre provincial, disons, émailler son discours politique en disant « Oui, si Dieu le veut, Dieu est avec nous. » Ou de finir systématiquement avec « In God we trust. » God bless America. God bless America. Alors qu'on voit ça aux États-Unis, il y a cette espèce de lien un peu religieux, Dieu est de notre bord. Et voilà que cette fameuse météorite, si elle entre sur Terre, encore une fois, je le rappelle, une chance sur 240, mais si elle entre sur Terre, elle va entrer le 2 novembre. Et là, donc, on est la veille des élections. Okay. Donc, les gens aux États-Unis, au moment où on se parle, faut pas se le cacher, c'est très chaotique ce qui se passe sur le plan des élections aux États-Unis. On le voit, les conflits sociaux qui sont en croissance. C'est une espèce de guerre intestine au sein même du gouvernement. Ça serait un signe du ciel que Trump va être réélu? Et là, il y a comme une espèce de mouvement chez les QAnon. C'est une espèce de conspirationnistes qui récupèrent à peu près tout ce qui se trouve ou tout ce qui se discute sur les plateformes pour essayer de les assaisonner. Parce que pour QAnon, pour les gens qui nous écoutent, je sais que notre ami Patrick Lagacé a fait un truc là-dessus, mais les QAnon, c'est une espèce de mouvement complotiste qui s'alimente à des révélations qui sont faites sur les médias sociaux par un individu, un anonyme qui se définit essentiellement sous le nom de Q et qui raconte, lui, que le président Trump est une espèce de sauveur de l'Amérique et qu'il va déloger, en fait, le gouvernement américain. Il est corrompu de l'intérieur par le Deep State, en l'état profond, et Donald Trump est là pour chasser à grands coups de pied dans le train tous ces gens-là, ces pédophiles satanistes qui gangrènent. Écoute, j'ai l'impression de te lire un mauvais scénario de film, mais bon, qui gangrènent
gangrène l'État américain. Et là, voilà, on récupère n'importe quoi. Et cette météorite qui va entrer dans l'atmosphère terrestre au-dessus des États-Unis la veille des élections, écoute, c'est un signe du ciel pour rappeler aux Américains de voter dans le bon sens. Et le bon sens, c'est Donald Trump. Même Dieu est de son bord et il envoie des messagers du ciel. Mais moi, je vais contrer ça. Oui. Par ma propre théorie complotiste. Ta propre analyse. Non, ma propre théorie complotiste. La météorite, là, elle signale pas la réélection de Trump. Elle signale l'élection de Biden. Et tu vois, c'est amusant parce que si peu importe de quelle façon tu le prends, tu peux réinterpréter ça comme tu veux. Mais on comprend que dans le mouvement complotiste, tout est réassaisonné, tout est interprété d'une autre façon. Et là, ben évidemment, les complotistes voient dans une marque du ciel. Puis c'est vrai qu'à travers l'histoire, les apparitions de phénomènes aériens, que ce soit une comète, une météorite, ont souvent marqué soit des grandes campagnes politiques, des grandes campagnes militaires, les grands conquérants, que ce soit Gengis Khan, que ce soit Alexandre le Grand, voyaient dans des signes du ciel comme ceux-là des marques de leur destin, des marques de conquête. Ça me rappelle le Tintin chez les Incas. Dans le temple du soleil, où l'éclipse devient un signal, une marque des dieux. Voilà, donc, c'est ce qu'il sauve. Il sauve il est sur le bûcher, si je me souviens bien. Ils sont sur le point de l'allumer, puis là, il arrive un éclipse, là, il pense que c'est lui qui a... Bon, alors, OK, ben ça, c'est notre premier sujet. Le deuxième est un peu dans la même famille. Là, il s'agit d'un astéroïde, il faut dire d'un astéroïde. Oui. Et là, c'est assez étonnant parce que c'est une histoire que dont j'ai déjà parlé parce que à l'époque, parce que le sujet est quand même très sérieux. Ça avait alimenté beaucoup de discussions dans les milieux de l'astrophysique. Je nous ramène, on est en 2017. Un objet venu du fin fond du cosmos va traverser notre système solaire. Pour les gens qui nous écoutent, essayez d'imaginer que le système solaire est un peu un modèle sur une seule plateforme, un peu comme la planète, mettons la planète Saturne avec ses anneaux autour. Mais notre système solaire est un peu comme ça. On a le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour, mais elles tournent sur un même disque autour de notre Soleil. Et là, cet objet s'est amené comme du haut. Imaginons dans un contexte 3 dimensions. Cet objet est arrivé par le haut, a traversé notre système solaire pour ressortir. Et là, on était à l'automne 2017. Cet objet, ce grand, on dit un astrocroiseur, un astéroïde, il faisait à peu près 800 mètres de long pour à peu près 10 mètres de large. Ouais. Et ce qui se produit à ce moment-là, à 80 mètres de large par 800 mètres de long. Voilà. Et il ressemblait, Bernard, imagine-toi, là, pour une imagerie, là, à une grosse crotte de fromage. Qui arrive comme ça, qui rentre dans le système et qui tourbillonne comme une hélice et qui va traverser le système. C'était tellement étrange. On sait que cet objet-là venait d'un autre système solaire. Il vient pas de notre système solaire. Il vient d'un espace beaucoup plus lointain. Et son comportement était tellement étrange, on n'avait jamais rien vu de tel, qu'à un moment donné, on s'est mis à se dire, mais si c'était un vaisseau spatial extraterrestre? Ah oui. Ça a été pris tellement avec sérieux que les experts du programme SETI aux États-Unis ont tourné leurs antennes pour écouter l'astéroïde. Est-ce qu'il émet des bruits? Est-ce qu'il émet des sons? On se rappellera dans un épisode, le premier épisode de la série des films Star Trek. Il y avait une espèce de sonde interplanétaire comme ça qui venait, c'était pas le premier, je pense, c'était Return to Earth, qui venait écouter le son des baleines. C'était une espèce de sonde spatiale. Et on se posait la question, est-ce que c'est une sonde qui pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre? Parce que le comportement, faut se le dire, était très étrange. Et là, les scientifiques se sont penchés là-dessus, puis ont dit, finalement, les comportements, parce que plus il approchait du Soleil, il semblait comme accélérer, mais pas accélérer comme la force gravitationnelle aurait dû le faire. Et on se demandait, est-ce que cette astéroïde a un système de propulsion qui lui est propre, est indépendant. Et là, les scientifiques sont arrivés à la conclusion en disant non, finalement, il doit être constitué en partie de glace. Quand il approche du Soleil, cette glace se met à fondre, crée de la vapeur d'eau et va altérer son mouvement gravitationnel. C'est ce qui expliquerait pourquoi son comportement était bizarre. Bon, puis... Et là, voilà qu'il y a quelques jours à peine, dans un journal, The Astrophysical Journal Letter, des scientifiques se sont repenchés là-dessus et ils disent non,
c'est pas ça. Donc, on revient à la case départ. Ça ne peut pas être ça. C'est pas de la glace. Donc, on ne sait toujours pas pourquoi cette grosse météorite qu'on avait baptisée Oumuamua, qui veut dire le visiteur, parce que c'est un mot en hawaïen, parce que il avait été observé au début par des astrophysiciens qui travaillaient à un télescope aux îles Hawaï. Donc, on l'avait baptisé Oumuamua, qui veut dire le visiteur. Et là, donc, retour à la case départ, ce n'est pas de la glace, ce n'est pas une espèce de condition avec le soleil qui semble expliquer les comportements étranges de Oumuamua. Mais il est rendu où, là, Oumuamua, là? Là, il est sorti de notre système solaire, mais les scientifiques ont remis sur la table la possibilité d'un engin extraterrestre. C'est facile, c'est un engin extraterrestre, il va revenir. Ah, peut-être, qui sait. Peut-être qu'il va nous trouver assez intéressant pour revenir. Christian Page, c'est toujours un plaisir. On se reparle jeudi prochain. Bernard. Absolument. OK, c'est Patrick Lagacé qui prend le relais. Et nous, on se retrouve demain. Merci d'être là, tout le monde. Passez une belle fin de journée. Bye.